Assalamu alaikum, tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de SAM Service et nous allons faire un séminaire sur la stratégie. SAM Service est une entreprise qui est dans la location, la vente et la gérance d'automobiles. Nous allons faire aujourd'hui un séminaire de renforcement de capacité avec l'équipe dirigeante dirigée par Madame Sarr et Monsieur Sarr et une équipe très dynamique qui est censée mettre en place un plan stratégique qui va définir l'ambition, les objectifs et d'une manière générale une feuille de route pour l'organisation. D'une manière générale, nous pouvons retenir que l'ambition de SAM Service est de devenir un leader dans leur domaine d'activité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach Mbeng. J'ai un cabinet de coaching basé aux États-Unis et aussi nous avons lancé le Helcom Center qui sera basé ici au Sénégal et à partir du Sénégal, nous allons avoir d'autres branches à travers le monde. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la stratégie ou bien, je dirais, du management stratégique, d'autres diront de l'analyse stratégique. Nous allons rapidement regarder le plan. Donc, ça, c'est Helcom Center. Ce séminaire n'est qu'une initiation au concept du management stratégique. Nous allons voir le programme déroulé. Il y a mon assistant qui est là. Donc, nous allons commencer par définir les concepts de la stratégie. Après ces concepts, nous allons visiter les stratégies de base. Et si le temps nous le permet, nous allons parler un peu des méthodes d'analyse du portefeuille d'activité. Nous allons enchaîner par le diagnostic stratégique, la planification stratégique. Mais l'objectif de ce séminaire, ce n'est pas de faire un cours théorique, mais plutôt une application pratique de ces concepts pour la société SAM Service. Nous allons faire une étude de cas et le cas sera basé sur SAM Services, définir l'ambition de SAM Service, définir les objectifs de SAM Service et sélectionner une stratégie pour cette organisation. Les concepts de la stratégie commencent d'abord par la mission. Toute organisation doit avoir une mission. Et la mission n'est rien d'autre que la raison d'être de l'entreprise, la raison pour laquelle elle existe. Elle définit ses domaines d'activité, les produits et services offerts, les clients et les marchés à servir. Après la mission, nous allons parler de la vision. Et c'est ça qu'il faut retenir dans la stratégie. Parce que dans la stratégie, tout commence par une ambition. La vision donne une indication sur le devenir de l'entreprise. Elle donne une image de sa destination. Donc ce n'est rien d'autre que son ambition. Et elle décrit, alors que la stratégie est là où la différence entre les deux. La vision, c'est l'ambition. La stratégie décrit la logique, ce qu'on oublie de temps en temps, et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Comment arriver à réaliser son ambition? Ça, c'est la stratégie. Les buts peuvent définir comme des aspirations profondes. Elles sont qualitatives. Ils résultent des contraintes inhérentes à l'entreprise, telles que la survie, la croissance et même la recherche de profit. Après les buts, nous allons regarder les objectifs. Sont des cibles spécifiques de l'entreprise qui sont accompagnées de délais précis. C'est ça, là, ce qui nous permet de décrypter et de décliner un plan stratégique. C'est pour réaliser des objectifs à long terme. Par exemple, je dis atteindre un taux, échelle de mesure, de rentabilité, qui n'est qu'un attribut, de 15% qui est la rente d'ici quand 2 ans, l'horizon. Voilà un objectif. Et donc on dit qu'un objectif doit être SMART. SMART, c'est un terme
anglo-saxon qui signifie intelligent. Le S, c'est spécifique. Donc, si l'objectif n'est pas spécifique, donc ce n'est pas clair. Si ce n'est pas clair, comment pouvoir réaliser l'objectif? On dit que le M dit mesurable, c'est mesurable. Si on ne peut pas mesurer l'objectif, comment on va évaluer cette performance? Le A signifie accessible. Si vous fixez un objectif que vous ne pouvez pas réaliser, vous allez décourager les gens, perdre beaucoup d'énergie et de ressources. Pourquoi on dit accessible? Le R dit résultat orienté. Si votre objectif ne vous permet pas d'atteindre un résultat, donc ça ne sert à rien. Le T, c'est le timing. Il doit avoir un délai. Si vous fixez un objectif, dites-vous que dans 2 ans, 3 ans, nous voulons réaliser telle ou telle chose. Et cela vous permet de mesurer vos performances et d'apporter des correctifs. Si vous êtes au-deçà de vos objectifs, de vos performances, vous pouvez les corriger. Voilà pourquoi il est important de décliner des objectifs. Mais sachons que dans la stratégie, nous parlons d'objectifs à long terme. Si vous êtes dans le court terme, sachez que vous êtes en dehors de la stratégie. Mais de toute façon, des objectifs à long terme peuvent être découpés à des objectifs à moyen et à court terme. Une opportunité, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un tableau qu'on enseigne beaucoup, que vous avez peut-être découvert, qu'on appelle le tableau SWOT. SWOT, c'est le terme anglo-saxon qui parle de strengths, qui sont les forces, weakness, qui sont les faiblesses, le O, qui sont les opportunités, et le T, threat, qui sont les menaces. Donc, c'est ce tableau qui décrit que donc, dans une stratégie, dans une ambition, il y a toujours une opportunité qu'on essaie de saisir. Et donc, on dit qu'une opportunité, c'est un ensemble de circonstances qui se présentent à l'entreprise et dont elle peut tirer profit. Donc, comment faire pour saisir cette opportunité? Par exemple, aujourd'hui, il y a des opportunités qui se présentent à SAM Service. Donc, il est important de mettre en place des stratégies pour les saisir. Parce que si vous ne les saisissez pas, les concurrents vont les saisir. Donc, c'est pourquoi il est important d'identifier ces opportunités. Mais là où il y a des opportunités, sachez qu'il y a toujours des menaces. Qu'est-ce qu'une menace? Donc, c'est la probabilité de réalisation d'un événement qui peut être nuisible à l'entreprise. Retenez ici le terme probabilité. Si la probabilité est très faible, on n'a pas besoin de perdre du temps ou de mettre des ressources. Mais si la probabilité elle est très forte, donc il est important d'adresser ce problème. C'est une menace. Mais ce que je dis, pourquoi je ne m'appesantis pas trop sur ce tableau, soit ou force, faiblesse, opportunité, menace, une force peut devenir une faiblesse. Quelqu'un qui dort sur ses lauriers, parce qu'il est dans une situation de force, peut être surpris par une personne qui est dans une situation de faiblesse, qui s'est préparée. Parce que si on est en situation, on risque de ne pas se préparer. Par contre, une faiblesse, si on la travaille, peut devenir une force. De la même manière, une opportunité, si on ne la saisit pas, elle peut devenir une menace. Mais une menace, si on anticipe sur la menace, elle peut être une opportunité. Donc, sachez que ce tableau est statique, alors que dans la réalité, tout est dynamique. C'est pas aujourd'hui, SAM Service peut être dans une position défavorable sur le marché de gérance, de location et de vente de voitures à DAC au Sénégal, mais peut se positionner pour être une force ou saisir des opportunités. Donc la question, c'est de savoir quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir y parvenir. Et le plus important, il dit que ce qui se passe aujourd'hui n'est que le résultat de ce qui a été fait hier. Mais ce qui se passera demain sera dicté de ce qui est en train de se faire. Donc la situation actuelle n'est pas alarmante, telle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui, si SAM Service n'est pas en position de leader, rien n'empêche SAM Service d'être en position d'ici 5 ans. Mais ce résultat dépendra des actions et des stratégies que SAM Service va mener durant cette période. C'est pourquoi, encore une fois, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est réellement la stratégie, comment faire un diagnostic stratégique, comment sélectionner la bonne stratégie et comment réaliser, exécuter une stratégie. On continue.
D'autres concepts qu'il est important de comprendre, c'est la notion de compétence clé ou distinctive, qu'on appelle comme des fois une compétence originale, qui est unique à l'entreprise, mais aussi qui est difficilement copiable. Et toute stratégie doit être basée sur une compétence clé ou foncière, qui est unique à l'entreprise. Parce que si vos compétences sont disponibles partout, comment pouvez-vous vous différencier des autres? Comment pouvez-vous être compétitif? Une bonne stratégie est basée sur la compétitivité. Mais la compétitivité trouve sa source sur une compétence clé, foncière, qui est unique à l'entreprise, mais difficilement copiable. Sinon, si Sam Service parvenait à mettre en place un nouveau produit qui n'est pas basé sur une compétence clé foncière, les autres compagnies vont tout de suite les copier. C'est pourquoi on dit toujours une bonne stratégie est basée sur les intangibles. Sur par exemple la matière grise. Mais tout ce qui est tangible peut être copié. Mais c'est les intangibles que l'on ne peut pas voir ou toucher qui sont derrière. On dit que donc la réalité est que la clé de la stratégie, c'est la compétence clé. Il faut tout faire pour créer cette compétence. Si elle n'existe pas, avec le temps, ce que vous êtes en train de faire, un séminaire de renforcement de capacité, peut être un moyen de créer une compétence clé. Faire appel à d'autres consultants, à d'autres experts, envoyer le personnel à se former. Voilà comment on développe ces compétences qui sont uniques. La vocation de l'entreprise, ça correspond à ce qu'on appelle le rôle des dirigeants qui entendent faire jouer l'entreprise. À quel besoin vous voulez répondre? D'une part, à ses propres aspirations. Il faut qu'il y ait vraiment une cohérence dans cette démarche. Quel rôle vous voulez jouer dans la société sénégalaise aujourd'hui? Quel rôle vous voulez jouer en Afrique? Quel rôle vous voulez jouer dans ce monde? Voilà ces vocations. Quelle est la vocation de Sam Service? Et c'est à vous, les dirigeants, les managers de l'entreprise, qui doivent décliner cette vocation. Le métier de l'entreprise représente l'ensemble de ces compétences maîtrisées et articulées à un moment donné. Vous devez avoir ces compétences que vous maîtrisez. Et c'est ça qui fait le métier. Quand on dit que quelqu'un a du métier, parce qu'il est un expert. Si vous n'êtes pas des experts, vous ne pouvez pas être compétitif. Si vous ne pouvez pas être compétitif, vous ne pouvez pas être leader. Pour être leader, il y a un prix à payer. Il faut être le meilleur ou parmi les meilleurs. On continue. On peut avancer, comme on n'a pas beaucoup de temps. Ça sont des exemples, je vous envoie tout ça. On peut avancer et on va essayer de... Il y a une publication qui a été faite depuis longtemps et qui disait que la réussite des plus grandes compagnies au monde, c'est basé sur leur stratégie. Bon, vous pouvez revenir en arrière, vous allez trop vite. Donc, on a des exemples comme des entreprises. Aujourd'hui, on va parler de Google, on va parler d'autres entreprises, d'Amazon. C'est la stratégie qui les ont aidés à devenir des leaders dans leur domaine. On continue. Et il y a 3 caractéristiques des entreprises performantes. Toutes les entreprises performantes, on retrouve ces 3 caractéristiques. D'abord, le leadership. Il y a un leadership très fort au sein de ces organisations. Et vous me direz, mais M. Beng, coach Beng, je perds le terme coach parce que je dis que je suis un coach. Aujourd'hui, c'est à cause du temps que je déroule le séminaire comme ça, mais d'habitude, ce sont des échanges. On échange, et c'est moi ce que je fais, ce sont les échanges. Je dis que Messi est l'un des plus grands footballeurs au monde, et pourtant il a un coach. Donc vous pouvez être les plus grands managers du monde. Ce n'est pas que parce que je suis plus intelligent que vous, je suis un expert. Mais le coach ne fait que partager ses connaissances, ses expériences, mais aussi partager les expériences de ceux qui ont réussi. Et donc c'est un échange que nous faisons. Donc le leadership, c'est la capacité d'influencer les gens pour les amener à épouser votre ambition, votre vision. Donc c'est l'influence. Et c'est comme ça que le leadership a été défini pendant très longtemps. C'est la capacité d'influencer. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a eu des gens qui ont influencé des millions de personnes qui s'est tourné vers un cauchemar. Je dis que Hitler a influencé pas mal de gens. Mussolini l'a fait. Donc, si on parle d'influence tout court,
Donc le leadership n'est pas bien fait. Donc je dis que c'est influencer des gens pour la réalisation d'un objectif commun dans l'intérêt général. Si l'objectif est personnel, vous n'êtes plus un leader. Si l'objectif n'est pas dans l'intérêt général, vous n'êtes pas un leader. Un leader doit se positionner pour la réalisation d'un objectif commun et dans l'intérêt général. L'orientation processus, vous ne pouvez pas diriger une entreprise, une structure performante si vous n'avez pas des processus. Il est important un processus pour que les gens sachent quelles sont les différentes étapes pour réaliser telle ou telle activité. Le pilotage stratégique. Il faut avoir un plan stratégique et être en mesure de piloter ce plan stratégique. Et j'espère que ce séminaire sera un début, un premier, pour poser les jalons, pour que plus tard, Sam Service puisse parvenir non seulement à formuler un plan stratégique, mais mieux à être en mesure d'exécuter avec succès, brio ce plan stratégique. Qu'est-ce que la stratégie? Rappelez-vous que ça vient du terme stratos agos, gréco-latin, qui dit diriger une armée en vue de faire quoi? De gagner la guerre. Donc la stratégie a une origine militaire, c'est pour gagner. Les entreprises l'ont adopté. Comment faire pour gagner sur le marché? Donc c'est une origine militaire. Ça démarre par qui? Ce sont les chefs d'État qui décident d'aller en guerre. Les militaires développent des stratégies. Les généraux restent dans leur bureau. Les chefs d'État sont dans des bureaux plus que climatisés. Décident d'aller en guerre. Ils ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain. Les généraux sont dans des bureaux climatisés, décident des schémas. Ils envoient les colonels et les commandants et les capitaines et les soldats sur le terrain. Ce qu'ils appellent la tactique. Vous l'appelez l'opérationnel. Donc, on peut dire que c'est le chef d'entreprise qui décide de la vision, l'orientation, la vocation de l'entreprise. Ce sont les managers qui décident de la stratégie et ce sont les employés qui vont faire l'opérationnel. Mais il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, si vous voyez, ça a une origine militaire, ce qu'on appelle le top-down. Ce sont les gens à la tête qui décident pour tout le monde. Aujourd'hui, ce que nous recommandons, c'est une inversion de cette pyramide. Disent que ça doit commencer par le bas. Parce que ce sont vous, les gens qui sont sur le terrain, qui savent la réalité du terrain, qui savent ce que les clients veulent, ce que les clients demandent. Ils peuvent maintenant influencer leurs managers et les managers peuvent influencer les décideurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de horizontal. Il n'y a plus d'escalier, il y a le grand patron. Parce que nous sommes dans une société d'intelligence où tout change. Il faut toujours apprendre. Et une seule personne ne peut plus diriger. C'est tout le monde qui dirige en même temps. Nous sommes tous leaders. On peut continuer. Qu'est-ce que la stratégie? C'est un concept qui a plusieurs définitions. Parce que ça répond à plusieurs préoccupations. Milsberg, qui est l'un des grands qui ont beaucoup contribué au management, il dit que la stratégie a besoin de plusieurs définitions parce qu'elle répond à plusieurs préoccupations. Selon lui, la stratégie se présente tour à tour comme un plan, une direction. C'est pourquoi on parle de plan stratégique, un guide, un schéma d'action orienté vers l'avenir. Orienté vers l'avenir. C'est ça qu'il faut retenir. La stratégie, c'est des objectifs à long terme. C'est l'avenir, c'est le futur. Comme un modèle, un comportement répété, relativement constant dans le temps. Comme une position, conformément à la formulation de Michael Porter, où la stratégie devient la création d'une position unique et précise impliquant un ensemble d'activités. Donc, on se positionne. Donc, une position de force. Même si vous avez des faiblesses, vous pouvez tourner ces faiblesses en des forces. Et je dis toujours que si vous regardez le combat de Baboy et de Bombardier, Baboy, le petit qui terrasse Bombardier, c'est la même chose quand Google vient et donne du fil à retordre à Microsoft. Ce qu'Amazon est en train de faire est extraordinaire. Donc, il y a eu des géants aujourd'hui qui sont tombés en faillite. Amazon était en position de faiblesse. Mais Amazon a pu créer des opportunités de sorte que ces opportunités vont devenir des menaces. Tout simplement en commençant par vendre des livres de façon électronique. Les magasins qui vendaient des livres, qui avaient des coûts énormes, ne pouvaient plus compétir. Par l'ordinateur, tu peux commander tes livres. Et Amazon n'avait pas besoin de stock, n'avait pas besoin de magasins. Et avait beaucoup économisé. Voilà comment Amazon a démarré. Aujourd'hui, Amazon est la première compagnie mondiale en termes de revenus. Et son président, fondateur, le plus riche au monde.
Donc, la stratégie d'organisation peut se définir comme le choix des domaines d'activité dans lesquels. La stratégie de ça, vous avez fait des choix d'entrer dans la location, la vente et la gérance de voitures. Ce sont des choix. Vous pouvez faire autre chose. Exactement. Donc, vous choisissez. Mais rappelez, on a dit, il faut choisir là où vous avez des compétences clés, où vous pouvez être compétitif. Voilà ce qui dicte un peu ces choix. Et ces compétences peuvent être créées à long terme, mais aussi on peut les acquérir en embauchant quelqu'un qui a ces compétences, en faisant appel à des experts. Voilà comme ça qu'on bâtit des compétences. Donc la notion de stratégie est indissociable de celle d'allocation des ressources. La définition de la stratégie, donc on dit que la stratégie d'une organisation peut se définir comme le choix des domaines d'activité dans lesquels elle décide de s'engager, ainsi que la définition de la nature et le degré d'engagement. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Jusqu'où vous voulez aller? Votre degré d'engagement. Soit le gars, il doit aller dans le wala da ngay tchof, wala da ngay ki. Donc, c'est le degré d'engagement qui définit la stratégie. Donc, ce que veut dire quoi? La notion de stratégie est indissociable de celle d'allocation des ressources. Parce que si vous décidez de faire une activité, vous devez embaucher un personnel. Vous devez prendre des locaux, vous allez investir. Donc, vous allez faire une allocation des ressources. Mais ce qu'il faut retenir dans la stratégie, ces allocations de ressources se font de façon définitive et durable. On ne peut pas dire que je vais acheter une voiture, je vais faire un bâtiment et dire que ah, je me suis trompé. Non. C'est pourquoi il faut être très prudent dans le choix, dans ses décisions. La stratégie, c'est le fait de faire des choix, de sélectionner certaines activités par rapport à d'autres, de faire l'allocation de ressources dans un domaine au lieu dans d'autres domaines. Mais ça, c'est que cette allocation se fera de façon définitive et durable. Donc, en définitive, la réflexion stratégique consiste essentiellement à déceler les relations qui existent entre l'organisation, son environnement aussi bien interne et externe, et ses performances. Voilà la stratégie. Et nous allons terminer par l'analyse de Michael Porter, qui dit que les fondements de la stratégie comme étant les activités dans lesquelles l'organisation doit exceller, être meilleure. Donc l'essence de la stratégie se trouve dans la sélection des activités en vue de créer de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Vous voulez satisfaire les besoins des clients mieux que quiconque. Vous voulez offrir des produits qui sont à meilleur coût, meilleure qualité. Donc une position stratégique gagnante doit remplir 3 critères. 2 types de stratégies. Il y a la différenciation, quand vous voulez vous différencier des autres. Il y a ce qu'on appelle le domaine global au niveau des coûts, où vous voulez tout simplement être le moins cher. Je dis que c'est la stratégie des Chinois. Nous sommes les moins chers, mais on ne fait pas de la qualité. Ou vous dites, ah, moi je fais de la qualité. Ici, vous choisissez un produit, mais dans un secteur, l'automobile. Ici, c'est caractérisé par des coûts faibles. Donc, ici, c'est juste dans un secteur. Vous voulez être, par exemple, la location de voitures la moins chère. Notre stratégie, c'est d'offrir les meilleurs prix sur le marché du Sénégal. L'autre, c'est de dire que non, non, non. Nous voulons vraiment faire de la qualité. Nous allons amener des voitures de qualité, un confort, une garantie, et nous voulons cibler une clientèle d'élite qui est prête à payer le prix. Mais nous aussi, nous allons amener des produits de haute gamme. Là, vous voulez vous différencier. L'autre stratégie, c'est la concentration. Un segment. Il faut vous concentrer sur ce segment. Donc, on continue. Le résultat, c'est quoi? Si vous regardez ce tableau, ici, c'est le vertical. Sur les Y, nous avons la rentabilité des capitaux qui sont investis. Ici, nous avons les parts de marché. Pour ceux qui cherchent les prix, là, c'est des prix bas. Ils cherchent à avoir de grandes parts de marché. Donc, ils veulent beaucoup vendre à un prix très faible. Mais ceux qui cherchent la différenciation, si vous regardez, ils cherchent des parts de marché très faibles, mais à des prix élevés. Donc, ils vendent moins et gagnent beaucoup. Ici, vous vendez beaucoup, mais vous gagnez peu. Dans les années 90. Parce qu'avant, ce qu'on avait, soit vous êtes différencié, ou soit vous avez des produits de qualité qui sont chers, les gens payent le prix, ou bien vous êtes des produits de moindre qualité qui sont moins chers. Les Japonais ont créé la surprise. Les Japonais ont créé des produits de qualité moins chers.
c'est la courbe qui est là-bas. C'est comment faire pour allier les deux. Imaginez-vous, si Samsung parvenait à avoir des produits de qualité qui sont moins chers en même temps, qui pourra compétir contre. Mais ce qui fait ça, c'est d'habitude, ce sont des compagnies qui amènent une nouvelle technologie. Les Google, c'est ce qu'ils ont fait. Les Amazon, c'est ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, les Uber, c'est basé sur une nouvelle technologie. Cette technologie que les gens utilisent, comment vous allez appeler ça, bon, de toute façon, ça va compliquer les choses, mais ce qu'aujourd'hui nous voyons que Google est en train de faire, ou l'autre compagnie Uber est en train de faire, blockchain. Tout ce qu'ils ont utilisé pour les cryptocurrencies, c'est cette nouvelle technologie qui est en train de révolutionner le monde. Donc, ce qu'on dit comme les AI, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner. Tout ça, c'est sur l'informatique. Donc, on peut continuer. Maintenant, les axes stratégiques. Tantôt, je disais que quand on m'a posé la question à savoir que le Sénégal a une stratégie, à savoir la stratégie de croissance accélérée, j'ai dit aux journalistes à l'époque que ça porte à confusion. Parce qu'on a l'impression que le Sénégal a deux stratégies. La stratégie de croissance accélérée et la stratégie de réduction de la pauvreté. Alors qu'en réalité, la stratégie du pays, c'est la stratégie de réduction de la pauvreté. Alors que la stratégie de croissance accélérée qu'avait amené le président Wade, c'était pour un peu accélérer la cadence. C'était un levier pour créer de l'emploi et générer des revenus. Mais la stratégie du pays, c'est la réduction de la pauvreté, et la SCA est un levier. Si on confond un levier avec sa stratégie, c'est dans l'exécution que les gens ne pourront pas comprendre, dans le choix des activités. C'est pourquoi pendant longtemps, il a été presque impossible au président Wade de réaliser ce plan. L'autre erreur qu'il y a eu dans ce plan, si je peux m'exprimer ainsi, est que ce plan a adopté l'approche GRAP. L'approche GRAP dit qu'il faut se baser sur des secteurs qui ont atteint un certain niveau de développement. Par exemple, prenez le secteur agricole, dire qu'aujourd'hui, on a créé des pôles, on les regroupe dans telle ou telle ville pour en créer un pôle industriel. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore atteint un certain niveau de développement. L'approche GRAP est appropriée pour un pays émergent ou un pays qui est développé. Mais un pays en voie de développement, où il y a des goulots d'étranglement à tous les niveaux, on ne peut pas utiliser l'approche GRAP. C'est l'approche chaîne de valeur qu'il faut utiliser, qui nous permet d'identifier où se trouvent les difficultés, de les adresser et d'assainir les secteurs, de renforcer les capacités. Par exemple, dans le domaine agricole, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème majeur, c'était les semences. Il fallait avoir des semences certifiées. Il fallait avoir accès à l'eau. Il fallait avoir la capacité de transporter la production. Il fallait avoir la capacité de stocker la production. Il fallait avoir la capacité de créer du package et de l'emballage pour qu'on puisse les exporter ou bien les vendre sur le marché. C'est ce que Auchan a fait. Ouais, ou bien les transformer. Voilà les stratégies, là où il faut nécessairement régler ça. Donc, l'observation des entreprises qui réussissent montre que deux grandes voies de développement mènent au succès: la spécialisation et la diversification. Ou bien vous voulez vous spécialiser dans tel ou tel domaine, ou bien vous allez diversifier. La spécialisation, c'est le développement au sein d'un domaine d'activité de base. Votre domaine d'activité de base, si c'est la location de voitures, vous vous spécialisez dans ce domaine. La diversification, c'est le développement au sein de nouveaux domaines d'activité. Vous dites que, comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Vous vous diversifiez dans d'autres domaines. Mais je dis que beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite à cause de leur stratégie de diversification. Elles gagnent beaucoup d'argent dans leur domaine d'activité. Par exemple, je connais une entreprise qui était dans la location de voitures, qui s'est diversifiée dans la construction. Et quand j'ai fait le séminaire, j'ai dit que c'est une erreur monumentale. Et que tôt ou tard, vous allez tomber en faillite. On me dit que non, 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 on a assez bien pensé, on va faire appel à des experts du bâtiment tout jeudi. Vous voulez compter sur le relation que vous avez avec l'État pour rentrer dans ces marchés. Pourquoi j'étais sûr qu'ils allaient tomber en faillite? Parce que les compétences qu'il y avait dans la location de voitures n'étaient pas transférables dans le domaine de la construction. Et les mêmes dirigeants de la location de voitures dirigeaient aussi l'autre. Parce que la tête, ce sont les mêmes personnes. Comment une personne qui ne connaît rien dans ce domaine peut être visionnaire dans ce domaine, peut orienter dans ce domaine? Ce n'est pas possible. Par contre,
Vous pouvez, si vous voulez vous diversifier, aller acheter une compagnie qui est dans la construction. Laissez les mêmes dirigeants diriger et en même temps prendre vos managers dans la location de voitures, faire une rotation dans les autres domaines, à ce qu'ils deviennent familiarisés avec ces autres secteurs et après ils pourront diriger les deux boîtes en même temps. Voilà la stratégie de diversification et la stratégie de spécialisation. Donc vous voyez, vous êtes dans votre métier d'origine, vous vous diversifiez dans un nouveau métier et vous vous spécialisez par recentrage. Ça, il faut en tenir compte quand on se diversifie. Donc, il y a les axes, on peut se diversifier de façon horizontale ou bien de façon verticale. Par exemple, si vous avez une compagnie de voitures, de location, de vente, par exemple, ce que vous avez fait, location de voiture, vous lancez dans la vente, c'est horizontal. Mais par exemple, si vous n'aviez pas de garage pour l'entretien, maintenant vous achetez une société qui est dans l'entretien. Parce que vous avez, ça c'est vertical. Donc, voilà un peu les statuts d'intégration. Donc, donc, la voie de l'intégration, vous voyez, l'intégration en amont. Tu n'ouvres pas une entreprise pour l'entretien, mais tu l'achètes. Effectivement, parce qu'il y a déjà les compétences qui sont là-bas. Ou bien vous décidez que nous, on prend le temps d'embaucher quelqu'un, vous pouvez débaucher un dirigeant et lui dire que vous allez maintenant faire un recrutement des gens compétents et vous allez créer votre propre garage. Vous pouvez le faire, mais qui va créer ça? C'est un expert, quelqu'un qui s'y connaît. Pas quelqu'un qui ne connaissait rien du tout de ça, qui va faire ça au sein de l'entreprise. Vous voyez un peu la démarche? Ou bien vous dites que moi, je préfère trouver une compagnie qui est performante, je l'achète. Ou bien vous faites un partenariat. Ou bien vous pouvez faire un partenariat. Donc, voilà un peu. Donc, la voie de l'intégration, en amont, c'est le fournisseur. L'entreprise sur son métier de base. Intégration en aval, c'est le client. Donc, les avantages, donc ça permet un meilleur contrôle de la qualité. Parce que si l'entretien est fait par vous-même, donc vous êtes tranquille. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous arnaquer, changer des pièces et ne pas les changer, parce que c'est vous-même. Donc, on ne va pas se voler soi-même. Donc, l'accroissement du portefeuille technologique, toutes les compétences dans ce secteur maintenant vous appartiennent. Et la gestion des stocks, donc vous n'avez pas de problèmes de stock et consorts. Les avantages stratégiques, l'appropriation des marges bénéficiaires des fournisseurs. Tout ce que le fournisseur gagne sur l'entretien, maintenant, ça vous appartient. Sur l'entretien, la suppression des coûts d'agence, des intermédiaires, l'accroissement du pouvoir de négociation sur le marché. Vous êtes beaucoup plus puissant. Et élévation des barrières à l'entrée. Parce que maintenant, vous faites la location, vous faites l'entretien, vous faites offrir des produits de meilleure qualité et vous voulez faire de sorte que pour être un concurrent, ça devient beaucoup plus difficile. Il est beaucoup plus facile d'aller acheter des voitures et les louer que d'acheter des voitures et d'avoir votre propre garage. Donc, vous voyez tout de suite dans votre stratégie, vous êtes en train de créer des barrières à la concurrence. Donc, vous aurez ça plus tard. Vous pouvez lire ça. On va essayer d'aller vite maintenant. Donc, les axes stratégiques, la voie de l'internationalisation. Vous êtes dans la sous-région, l'UMOA. Si vous avez du succès au Sénégal, qu'est-ce qui vous empêche d'aller au Mali, d'aller en Guinée? Ce sont les mêmes personnes, les mêmes clients. Tout de suite, avec l'UMOA, vous pouvez bénéficier. Mais si vous êtes fort dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui vous empêche de regarder le continent africain, d'être leader dans le continent africain? Et si aujourd'hui vous devenez leader sur le continent africain, qu'est-ce que vous empêche de regarder le marché européen ou le marché américain, de compétir avec les Hertz et consorts? Voilà un peu l'ambition qu'il faut avoir de sa structure. Et ça, c'est les dirigeants de la structure, les leaders de la structure qui doivent décliner cette ambition et montrer la voie. Donc, on va peut-être s'arrêter. Avançons, comme ça, là, tout ça, je carte des types d'activités. Donc, ça, c'est, je ne vais pas aller trop dans ça. Au niveau des alliances, parce qu'il y a une autre démarche stratégique. Aujourd'hui, c'est les alliances. Aujourd'hui, vous savez, il y a d'autres structures de la place qui sont prises dans votre propre situation. Rien ne vous empêche de vous allier à eux. Mais dans l'alliance, ce qu'il faut se rappeler, ce que vous recherchez, quelle est l'ambition de votre organisation? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous manque? Si vous avez une société de la place qui a exactement ce qui vous manque,
et que vous avez exactement ce qui leur manque, ça devient une alliance stratégique. Il y a une complémentarité naturelle. Par contre, si vous allez dans une structure qui a la même chose, qui est dans votre propre situation, vous allez faire une duplication et vous allez tout ça augmenter vos coûts et vous n'allez pas améliorer votre position sur le marché. Donc, ce sont des alliances qui vont échouer inévitablement. Donc, il est important de savoir où on veut aller, comment on va y aller, avec qui on va y aller. C'est ça la question. Et pour le savoir, donc, il faut être clair exactement ce que l'on veut faire, ce que nous avons et ce que nous manque. Et donc, je dis toujours aux gens, ne passez pas beaucoup de temps à corriger vos faiblesses. Parce que des fois, nos faiblesses sont tout à fait naturelles, sont innées. De même manière que peut-être nos forces. Mais on peut les travailler. Mais ces faiblesses, qu'est-ce que moi je propose? Qu'on essaie de les mitiger, de faire de sorte que ces faiblesses ne détruisent pas nos forces. Donc, il ne s'agit pas de les corriger, mais comment faire? Être conscient, self-awareness. Donc, vous savez que moi, par exemple, je ne suis pas très orienté vers les détails. J'aime bien définir les grandes lignes. J'aime bien décliner la vision, les aspirations de l'organisation. Mais en ce cas, les détails, ça, ce n'est pas mon fort. Qu'est-ce que vous faites? Vous embauchez quelqu'un qui aime les détails, qui vous accompagne. Voilà une manière de comprendre, où vous vous entourez d'une équipe. Donc, deux personnes sont beaucoup plus éteintes qu'une seule personne. Une équipe. C'est pourquoi moi, je prône beaucoup le team building, de ce qu'on appelle le shared leadership, le leadership partagé, team leadership, le leadership d'équipe. C'est révolu d'avoir une seule personne dirigée. Il n'y en a plus dans ce monde. Toutes les grandes boîtes sont dirigées par des équipes. Comme c'est une équipe qui gagne, pas un individu. Donc, ce que je disais tout de suite, si l'entreprise 1 et l'entreprise 2, l'alliance, les intérêts objectifs communs sont très limités, mais éventuellement nous allons vers des conflits. Si les intérêts objectifs propres sont propres à l'entreprise, l'autre sont propres, donc le conflit est naturel. Il faut trouver une complémentarité. Qu'est-ce que nous avons besoin? Ce dont nous avons que les autres, que nous n'avons pas, que les autres ont. Peut-être on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. On peut avancer. Les alliances entre entreprises concurrentes. Vous pouvez être des entreprises concurrentes et faire des alliances. Aux États-Unis, c'est ce qui se fait. En Europe, c'est ce qui se fait. C'est des entreprises concurrentes qui font des alliances. Comment? Vous apportez des ressources qui sont différentes. Toyota et General Motors font des alliances. Honda et d'autres compagnies font des alliances. Dans les batteries, les selles électriques et consorts, il n'y a que des alliances. Parce que les intérêts sont communs. Ils veulent tous être des leaders et une seule boîte ne peut pas faire tout l'investissement. Donc il y a cette chose qu'on est beaucoup plus simple d'essayer ici les différentes alliances communes, alliances de co-intégration, alliances de plus concentration, si les intérêts sont communs ou spécifiques. Mais l'important, c'est de savoir, encore une fois, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, avec qui vous voulez y aller, et quels sont les moyens qui sont à votre disposition, aujourd'hui et demain. Donc, on va essayer de terminer avec ça, parce qu'on peut continuer, parce que je vais essayer d'aller directement vers continue. Je pense qu'aujourd'hui, les méthodes d'analyse du portefeuille d'activité, c'est un peu lourd, parce que ça, c'est aussi faire partie du cours de Master 2 des entreprises. On va aller directement sur le diagnostic stratégique. Parce que, bon, vous pouvez vous arrêter, retourner sur ça. Bon, ça sont ce que j'appelle les 5 forces de Michael Porter. Il est important que de vous familiariser avec ça. Parce que Michael Porter nous dit qu'une bonne stratégie, d'abord, il faut faire une bonne analyse. Il dit que tout dépend de l'intensité de la concurrence. Qu'est-ce qui fait que la concurrence, comme vous, dans votre domaine, la location de voitures est très compétitive au Sénégal. Qu'est-ce que vous devez regarder dans votre stratégie? Il dit, vous avez les fournisseurs, vous avez d'abord les clients, des substituts, menace des substituts. Je me substitue à toi, je te remplace. Ce qu'on appelle des produits de substitut. On te substitue à toi, on te remplace. Comment? J'ai 2 ordinateurs, je peux substituer l'autre ordinateur à l'autre. Je le remplace. Quels sont les produits qui peuvent venir remplacer vos produits?
venez remplacer vos produits aujourd'hui? Vous faites... Ah ben, vous êtes... Qu'est-ce qui peut remplacer vos produits? Non. Moi, j'utilisais des véhicules pour envoyer prendre un taxi, j'envoie des bagages. J'appelle le check-check aujourd'hui. J'appelle le check-check. Le check-check m'envoie des bagages. Donc, c'est des produits substituts à la voiture. Cela veut dire quoi? Vous pouvez y penser, et pourquoi pas? Peut-être il y aura des gens. Le déplacement à Dakar, il y a beaucoup de circulation. Il y a certaines heures, les gens préfèrent la moto, les deux roues. Vous avez pensé à avoir des deux roues? Ça fait partie de votre stratégie, parce que vous aurez des clients qui préfèrent les deux roues, des clients qui préfèrent l'approche écologique. Moi, je ne veux pas polluer Dakar. Dakar est l'une des villes les plus polluées au monde. Moi, je ne veux plus polluer Dakar. Je veux louer tout simplement des vélos. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir location de vélos à Dakar, comme les autres l'ont fait, où les gens font de self-service? Ça fait partie de votre domaine. Qu'est-ce que vous faites? C'est transporter une personne de A à B, c'est tout. Mais moi, je dis que de bonnes chaussures peuvent être votre concurrent. Si moi, par exemple, des fois, quand je pars, j'habite vers le Grand Théâtre, mon coiffeur est en ville. Des fois, je prends un taxi, mais des fois, je dis non, je mets mes baskets et je marche. Tout de suite, mes chaussures sont devenues un produit de substitution pour le taxi. Donc, quand on parle de produit de substitut, il faut vraiment avoir une approche globale, une certaine ouverture, une flexibilité, dire que tout peut être un concurrent. Donc, Michael Porter nous dit que regardez, l'intensité de la concurrence n'est que le résultat du pouvoir de négociation de ses forces. Il appelle les 5 forces de Michael Porter. Le pouvoir de négociation avec les clients. Si vos clients sont très forts, très puissants, quel est votre pouvoir de négociation? Elle est limitée, hein? Elle est très limitée. Très puissant. Fort. Votre client, c'est l'État du Sénégal. Et votre client. L'État du Sénégal peut vous imposer un prix. Oui. Donc, c'est quand le client est très fort. Donc, son pouvoir de négociation est très fort. Ça fait pression sur vos coûts. N'est-ce pas? Donc, c'est une force qu'il faut compter avec. L'autre fois, il dit que le pouvoir de négociation de vos fournisseurs, ceux qui vendent vos voitures, si il y a une seule compagnie qui vend des voitures au Sénégal, vous avez besoin de voitures, il dit que moi je vous vends ma voiture à tel prix, est-ce que vous pouvez négocier? Donc, leur pouvoir de négociation est très fort. Mais comme il y a plusieurs compagnies où vous pouvez acheter, vous pouvez même importer, ça fait que le pouvoir de négociation n'est pas très fort. Les substituts, produits de substitution, est-ce qu'il y a beaucoup de produits de substitution? Donc, les nouveaux entrants, ce sont des menaces. Moi, aujourd'hui, je peux monter tout de suite sur de location de voiture. Je pars aux États-Unis, je prends 2 conteneurs de 40 pieds, j'apporte 4 voitures. Devant moi, j'ai fait de la publicité et je casse les prix. Tout de suite, je rentre dans le secteur de location de voiture. Ce n'est pas très organisé. Donc, pour entrer dans ce secteur, ce n'est pas compliqué. On a besoin de licences. Donc, il faut être conscient de cela. Michael Porter nous dit, toute entreprise doit prêter attention à ces 5 forces. Ce sont ces 5 forces qui vont déterminer votre degré de rentabilité. Le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la facilité d'entrer sur ce marché et la capacité de substituer vos produits à d'autres produits. C'est ça qui va déterminer l'intensité de la concurrence. Et c'est l'intensité de la concurrence qui va déterminer vos bénéfices. Plus le marché est concurrentiel, plus vos marges sont faibles. Donc, prêtez attention à ces 5 forces pour votre stratégie. Quand vous entendez parler des 5 forces de Michael Porter, c'est ça. L'autre approche, c'est le business model. Tout le monde parle de... Revenons sur ça. Oui. Toute bonne stratégie doit être basée sur une compétence clé, spéciale, difficilement copiable. Pourquoi vous avez eu de nouveaux entrants? C'est parce que votre structure, vos produits, ce que vous offrez aux clients était facilement copiable. Si vous aviez mis en place un système, un processus qui fait que, quels que soient les entrants, vous allez vous différencier des autres.
C'est pourquoi un grand penseur nous dit que la stratégie par les coûts n'est pas une bonne stratégie. Tôt ou tard, quelqu'un sera moins cher que toi. La meilleure stratégie, c'est la différenciation. Fais de la qualité. Crée-toi une niche. Fais de sorte qu'il est difficile de copier ce que tu fais. Et comment tu peux le faire? Les pouvoirs de négociation avec le client. Fais de sorte que tu as établi des rapports très spéciaux avec le client. Service clientèle. La relation personnelle avec le client. Fais de sorte que même s'il y a un nouveau concurrent, le client a une certaine loyauté à ton niveau. Oui, fidéliser les clients. Les fournisseurs. Avoir de bons rapports avec les fournisseurs, un partenariat stratégique, gagnant-gagnant, où le fournisseur dira, moi j'ai une relation spéciale avec mon client aujourd'hui. Vous êtes des concurrents, vous êtes juste ici pour le très court terme. Lui, ça fait des années que je travaille avec lui. Je vais me battre pour lui. Je vais tout faire pour vous bloquer. Je ne vais pas vous donner les mêmes produits. Je ne vais pas vous fournir. Je vais travailler avec lui. Au contraire, je vais même l'assister pour qu'il devienne beaucoup plus puissant. Parce que nous avons un partenariat stratégique. Ça, c'est des choses qu'il faut bâtir très tôt. Les produits de substitution. Ça, tu dis que, mais, est-ce que toi, tu peux l'utiliser? Créer d'autres produits que eux, ils n'ont pas encore accès. C'est pourquoi Schumpeter nous disait, dans la créativité destructive, il faut non seulement innover, mais il faut aussi innover pour même détruire ce que tu as déjà innové. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va innover et va te détruire. Donc, il faut toujours innover. Mais l'innovation stratégique n'est pas de créer de nouveaux produits. C'est tout simplement de changer le processus de délivrance ou bien d'utilisation de ces produits. Mais on n'a pas besoin d'inventer des choses nouvelles. On peut tout simplement changer les différentes étapes d'un tel produit. Donc, dans ton cas, moi, il faut faire un bon diagnostic, dire qu'aujourd'hui, si je suis dans des difficultés, c'est peut-être parce que notre stade n'était pas basé sur une compétence clé. Si je vous demandais quelles sont vos compétences clés de votre boîte, des compétences qui sont uniques à votre boîte, qui sont importantes pour les produits que vous offrez, mais qui sont difficilement copiables. Est-ce que vous citez 2 ou 3 compétences? Ou 4? Non. Vous avez des compétences qui ne sont pas très difficiles à copier. Et je dis qu'une bonne stratégie est basée sur des intangibles, des choses que les gens ne peuvent pas voir, ni toucher. Coca-Cola nous parle de sa formule, Google a sa technologie, Uber, blockchain, technologie. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont difficilement copiables. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Cette compétence clé, et cette compétence, vous pouvez la développer ou vous pouvez l'acquérir par l'embauche. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, à peu près. Mais en fait, quelque part, moi, en fait, j'ai eu à vivre. Tu vois, comme le cas. Donne-moi l'exemple. L'exemple concret. Bon, des clientèles, ouais. La relation avec la clientèle. Oui. Tu vois, et même le fournisseur aussi. Mais eux aussi, ils cherchent leur vie. Bon, moi, je peux faire de meilleures marges avec ces concurrents et je vois que ces concurrents sont beaucoup plus puissants financièrement, ont beaucoup plus de relations, ont une clientèle beaucoup plus large, mais ça, c'est un calcul tout à fait normal. Hein? Les gens vont vous lâcher, c'est maintenant à vous de faire de sorte que vous vous protégez et que vous avez vraiment cette alliance stratégique. Et c'est des choses qu'il faut bâtir. C'est pourquoi l'alliance, le partenariat, si on est une petite entreprise, c'est peut-être la stratégie. Par exemple, ça peut arriver avec un fournisseur. Les différencie. Au départ, il y avait une ambition très claire. Mais il faut que l'ambition soit claire. Exactement ce que je disais à Mme Sarr. En tant que la directrice, la patronne, c'est à vous de décliner cette ambition. Mais cette ambition aussi doit être déclinée en des buts qui sont que des aspirations profondes. C'est ce qu'on appelle plus tard la vocation de l'entreprise. Pourquoi elle a créé cette structure? Quelle est sa vocation? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Quels besoins elle va satisfaire? Pourquoi elle va satisfaire ces besoins? Donc ça, c'est en elle qui fait que c'est ça qui l'a poussé à prendre son temps, son argent,
à sacrifier sa famille, ses enfants, son mari par moment pour mettre en place, parce que je dis qu'un leader, ce n'est pas seulement la capacité d'influencer les gens, mais c'est pour la réalisation d'objectifs communs dans l'intérêt général. Greater purpose, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Lolo tax sëñ bi dem géej ne kon mu toog fi ah lan mu ne lan su dul woon doomu aadama yi du mu fi yeddu ah loolu dong moo ko fi bàyyi njëriñ bu ànd ak benn lor. Donc cela veut dire quoi? Là, le leader doit avoir une ambition, mais cette ambition doit être saine. Elle ne doit pas être quelque chose qui doit l'intéresser elle-même, personnellement. C'est pourquoi ce concept de serviteur leader, Sayyidul Qawmi Khadimuhum, pour yéen ñi jàng ah le leader ki nga xam ne mooy jëriñ nit ñi ngeen gi mi def moo ko wax ki jëriñ doomu aadama yi mooy seen leader. C'est pas ku leen di jëriñoo ah c'est pourquoi je ne veux même pas en parler. Mais notre problème c'est ça, on a des leaders yoo xam ne c'est pas servir. Le leader est le premier serviteur. Et si on a ça, et le leader dans la boîte est aussi le premier serviteur. Votre premier serviteur, c'est Madame Sarr. Chaque jour, quand elle vient à la boîte, elle ne doit pas dire que vous êtes venu pour la faire gagner de l'argent. C'est d'abord que, ah, mais ce sont des gens qui m'accompagnent, c'est une équipe. Nous travaillons ensemble, nous avons un destin commun aujourd'hui. Nous voulons réaliser un objectif commun aujourd'hui, dans l'intérêt général, ce qui vous motive. D'où, j'ai l'habitude de dire que le leadership, c'est trois choses très simples. D'abord, c'est l'ambition, la vision. Il faut avoir une ambition, une vision. Deuxièmement, mais pourquoi vous allez suivre Madame Sarr? Pourquoi vous allez accepter de vous sacrifier? Vous avez fait vos études et tout, vous êtes là à travailler, à collaborer. Pourquoi? Je dis que c'est parce que ñun sëñ bi lu tax ñu jël lépp bëgg ko pare joxe suñu bakkan pour sëñ bi, mais on lui fait confiance. C'est la confiance. Il faut que vous la fassiez comme ça, elle doit mériter cette confiance. Un capitaine de l'armée, un commandant dans la guerre, bal yaa ngi tàkk ñi ngi sox mu naan avancer. Pourquoi les soldats vont le suivre? Parce qu'ils lui font confiance. Si elle vous dit que mais suivez-moi, vous devez la faire comme, mais aussi elle doit faire de sorte que vous gagnez. Elle doit gagner votre confiance. C'est le deuxième élément. Il faut savoir bâtir et renforcer la confiance. Mais le troisième élément, dans toute entreprise, il y aura des difficultés. Ce que vous avez vécu, vous l'avez subi, mais vos employés l'ont subi. Hein? Pourquoi certains sont restés? C'est la motivation. Comment faire que dans les moments difficiles, mais sëñ bi la tax à un moment donné mu taxaw seexal gaañi sëñ baa ko njëkk a jàngale boobu seeni njaboot a ngi xultu yéen day perte ngeen ñii sànku nañu ñii de torox nañu mu seexal leen delloo leen seen dëkk defal loo xamee seen bàyyi mënu leen ko seen day mënu leen ko defal ni ñu topp leen jox leen alal jox leen xam jox leen baatin. C'est la motivation. Comme leen ko defal motiver na leen mais aussi ñeneen ñi motiver na leen loolu tax nit ñi daw dugg si mu yoon bi. La motivation. Donc la vision, la confiance, la motivation dans toute chose. Mais la stratégie, c'est le résultat de tout cela. Il faut que cette chose-là soit claire, c'est que c'est lui qui définit la stratégie. Donc dans votre cas, je dis que ce tableau, Michael Porter parle avec des gens comme toi. Il dit qu'avant d'entrer dans un secteur, faites cette analyse. Quel est le degré d'intensité de la concurrence? On appelle ça les 5 forces, le pouvoir de négociation des clients. Si les clients sont très puissants, hein? Regarde Madame Sarr, si je pense que j'avais les moyens, je n'allais pas la faire changer de voiture, mais elle est plus puissante que moi. Mais si le client est très puissant, l'État par exemple, était ton client, l'État vient et dit que voilà ce que vous allez faire. Non, je vous l'impose. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien une très grande entreprise hein, qui peut tout de suite aller prendre les journaux, ils vont acheter un journal. Ils vont faire des trucs sur toi, te détruire. Ils vont prendre pendant un an. Yeah. Exactement. Donc c'est le pouvoir de négociation. Donc il faut chercher des secteurs où les clients n'ont pas beaucoup de pouvoir de négociation. Et si vous avez un client, des secteurs où les clients, la plupart des clients, n'ont pas trop de pouvoir de négociation, si vous traitez tout le temps avec des gens qui sont beaucoup trop puissants et vous êtes une toute petite moyenne entreprise, vous allez risquer de faire les frais. C'est pourquoi on parle de stratégie d'alliance ou bien une stratégie de niche. Cherchez des niches où vous pouvez contrôler ce secteur, où vous avez une compétence qui est rare.
Et c'est ça la différence de toute entreprise. Si vous n'avez pas une compétence clé, ce que vous faites est facilement copiable. Et vous ne pouvez pas gagner sur le marché. La stratégie est basée sur la compétitivité. Michael Porter nous apprend qu'il faut créer une position concurrentielle qui est basée sur une compétence clé foncière, difficilement copiable. Toute boîte doit pouvoir s'acharner, je dis, à créer cette compétence pour toujours. Aujourd'hui, toutes les grandes boîtes, Amazon, Google, Uber, c'est des boîtes qui sont venues avec de nouvelles technologies, qui ont bouleversé tout ce qui se faisait. Mais ces technologies permettent de mieux satisfaire le client à moindre coût. La qualité et le coût. La situation de différenciation et de coût. Si vous parvenez à allier les deux, si Sham Services était la boîte qui offre les meilleurs produits, de meilleure qualité, à de meilleurs coûts, qui peut concurrencer avec vous? Mais ça, c'est des choses qu'il faut faire à long terme. Mais dans le court terme, vous pouvez opter sur une stratégie par les coûts ou bien une stratégie de la différenciation. Mais à long terme, une stratégie par les coûts n'est pas durable. On ne peut pas maintenir une stratégie par les coûts. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un ou quelqu'un qui aura plus de moyens qui viendra vous battre. Par contre, la différenciation, vous créez votre niche, dit que nous voulons nous spécialiser dans tel ou tel secteur. Je dis tout de suite qu'aujourd'hui, on a produit des produits de substituts. Et je dis que, mais moi, j'habite en ville, à côté du théâtre, Grand Théâtre. Quand je parle chez mon coiffeur qui est en ville, je prends un taxi. Mais parfois, non, je mets mes tennis et je marche. Mes chaussures sont devenues un produit de substitut pour le taximan. Ce sont des chaussures. Donc, il faut avoir une ouverture d'esprit. Voir tout. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des gens, avec la circulation, ils vont préférer des motos ou bien des deux roues au lieu de voitures. Qu'est-ce qui vous empêche à dire que nous allons maintenant louer des deux roues? Il y a des gens qui sont dans l'environnement écologique. Ils disent que moi, je préfère louer des vélos. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un espace où vous avez vos vélos en ville ou bien dans les quartiers chics où les gens qui veulent prendre les vélos, self-service, comme on le fait en Europe, aux États-Unis? C'est de ne dire pas que moi, je suis juste dans la voiture. Vous êtes dans le transport, le déplacement. Tout ce qui est dans le déplacement est votre concurrent. Et c'est comme ça que vous pouvez anticiper sur les menaces et saisir les opportunités. Ce que les gens n'ont pas encore vu. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'idée, les 5 forces, moi je trouve que c'est un tableau qui est très pertinent si vous voulez entrer dans un secteur. Une fois que vous êtes dans le secteur, ça devient beaucoup plus compliqué. Sur quoi des talibés. Moi, j'ai fait 32 ans aux États-Unis. J'étudie ces concepts, je les enseigne. J'étais l'un des meilleurs prévisionnaires à General Motors, à la direction générale. L'un des meilleurs. Qu'est-ce que je faisais? Combien de voitures General Motors peut vendre dans le monde? Sur le marché africain et le marché des pays arabes. Pendant 5 ans. Et pourtant, je n'étais pas le plus intelligent. À chaque fois que j'ai fait des prévisions, d'abord dans mon Nyan 5 Salib. Donc, j'ai vu ces outils. Mais je suis un croyant. Donc ça, c'est notre force. C'est notre spiritualité. De mon côté, ferme. Mais les outils, c'est des outils. Ce sont des aides à la décision. Je dis que cet outil, c'est un outil qui peut expliquer pas mal de choses, qui peut aider avant d'entrer dans un secteur, qui est bon pour un gestionnaire de les connaître et de réfléchir. Ça te guide. Le fait de penser, je veux rentrer dans tel secteur, quel est le pouvoir de négociation de mes clients, quel est le pouvoir de négociation de mes fournisseurs, quel est le pouvoir à la phase d'entrée et le pouvoir de substitut, quelle est l'intensité de la concurrence du secteur de Mokalal. C'est le secteur de je dis que déjà cet outil sert à quelque chose. La stratégie, c'est le faire des choix, la sélection de certaines activités et la logique derrière cette sélection. Cet outil peut t'aider à la décision. Parce que nous sommes des gestionnaires. Nous avons de l'intelligence. Ces outils, c'est ce que nos anciens font. Ils le font d'une autre manière. Tu penses que Magni de tenir régime. Mais je dis que la seule différence entre nous et nos vieux est que Koussimeli Serigne Saliou, Serigne Touba et les autres, ils ont allié la stratégie et la prospective. La stratégie, c'est le fait de vouloir créer son propre futur. Dire que moi, d'ici 5 ans, je voudrais faire cela et essayer de voir les voisins pour y accéder. La prospective, c'est la capacité d'anticiper sur le futur. Dire que le futur se passera comme ça. Comment moi, je peux me positionner pour en bénéficier. Ici, toi, Ousmane et moi, on essaie
d'inventer le futur, de le créer. Ici, les autres, ils savent comment est le futur. Voilà la différence. Et donc aujourd'hui, si Mme Sarr a ce bâtiment dont je parle, sache que dans 10 minutes, ce plafond-là va tomber. Moi, je am yakin xam nako. Mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, nous changer de salle ou bien nous faire le séminaire. Parce que elle connaît le futur. Mais moi, en tant que nid de madame, je peux regarder ce travail qui a fissure. Mais ça, c'est pas prudent. Ça risque de tomber, cette probabilité. Mais quelle est la probabilité que ça va tomber? Pour moi, la probabilité est de 20%. Je dis qu'on a encore le temps. Mais Mme Sarr, c'est exactement que ça va tomber dans 10 minutes, 20 minutes. Elle sera toujours en mesure de prendre la meilleure décision que moi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Toutes ces grandes entreprises. Je dis que tous ces outils, je suis le premier à les décrier. Je les enseigne. C'est bon de les savoir, de les démystifier. Mais ce qui est dangereux, c'est de ne pas les savoir. Parce que nous sommes dans un monde compétitif. Vous voulez faire appel à des partenaires étrangers. Aujourd'hui, vous voulez travailler avec un Américain. Je vous mets en contact avec General Motors. Vous les représentez ici. Ils viennent ici, Tokfi, le DG, vous lui présentez, dit que nous avons fait, regardez, selon les 5 fondamentaux de Porto, voilà les opportunités qui se présentent à nous. Nous commençons, hey, mais how did he know about that? Comment il a fait pour savoir? Tout de suite, il va te regarder de notre œil. D'autres limites. Il va te traiter d'égal à égal. C'est ça que moi je suis en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train de connaître, de savoir, je viens ici pour les partager, pour qu'on puisse les démystifier et qu'on puisse regarder les yeux dans et traiter d'égal à égal. Si vous voulez traiter avec des Américains aujourd'hui, vous voulez être en partenariat avec de grandes boîtes et ils viennent venir en Afrique, ils sont en train de venir, ils seront là. La situation va changer. C'est ce que j'appelle le game change strategy. Ce que tu dis que oui, il faut se battre pour changer les règles de jeu. Il ne faut pas démissionner. On habite au Sénégal. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. L'avenir va se jouer ici en Afrique. Soit on se positionne, on se bat, on redéfinit les règles du jeu. Maintenant, je suis en de football. Nous allons créer ce terrain, créer ses règles, créer ses arbitres. Si on devait jouer, prip hors jeu. Il y a un bal qui a but. Nous allons jouer. Mais si on jouer, nous les Africains, que nous sommes en train de faire, les règles de jeu, nous allons définir. Mais nous avons commencé. Kagame est en train de faire des choses. Au Rwanda, il est en train de changer les règles de jeu. Mais si Kagame ose le faire, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui empêche ça de dire non à ces Français? Il est temps que moi je m'occupe de ma jeunesse, des intérêts de mon pays. Ça va changer. Ça, c'est le branlon dont tu parles. Mais ça existe. Vous m'avez entendu parler de compétences foncières clés. Si aujourd'hui vous avez une compétence, boo xam ne yow Ousmane dong yaa ko am te gars yi soxla ko ñooy ñëw raam daw sa gannaaw loo bëgg di nga ko fi am loo bëgg def di nga ko fi def. C'est parce qu'ils se disent qu'il y a plusieurs Ousmane. Mais rien ne t'empêche fexe ba am des compétences yu rares yu bëri njëriñ ñoo taxawal li nga taxawal. C'est possible. Vous êtes jeune, vous êtes battu, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez voyagé peut-être, vous pouvez avoir des partenaires à travers le monde. Il suffit tout simplement d'avoir le bon partenaire. Aux États-Unis, pas la France, parce qu'ils nous contrôlent. Un Américain qui vient avec ses moyens. Moi, j'étais là il y a une semaine avec les Américains. Il y avait 4 maires américains avec des jeunes professionnels, chefs d'entreprise qui sont venus, noirs américains, qui veut dire que le retour, ils veulent rentrer en Afrique. Vous venez pour investir. Il dit que nous sommes partis en tant qu'esclaves. Nous revenons avec nos milliards pour investir et participer au développement de notre pays, de notre continent. Et nous voulons passer par Dakar, le Sénégal. Ils étaient là. J'ai le carte de visite. Je disais à Mme Sarr, il fallait m'envoyer quelqu'un, Mohamed Tegnom. J'ai le carte de visite. C'est des gens qui veulent investir en Afrique. C'est des gens avec qui vous pouvez faire des partenariats. Ils ont accès, ils ont les moyens. Ils veulent venir en Afrique. Les bras longs, tu parles. Quelqu'un qui vient qui a les moyens. Tu sais, 2 millions de dollars, c'est 1 milliard en France CFA. 2 millions de dollars. C'est 1 milliard. Ces personnes peuvent venir facilement avec 10 à 20 millions de dollars pour venir investir. Mais vous avez un partenaire américain. Il faut essayer de voir, de changer les règles de jeu. Et moi, c'est ce que je prône. Comment faire pour changer les règles de jeu? Mais d'abord, il faut qu'on se déplafonne. Il ne faut pas qu'on démissionne. Il faut que, oui, ces outils-là, qu'on les maîtrise.
xam démystifier ndax suñu ñëwee ñu mën a wax ak ñoom ñu mun leen dégg ah parce que aujourd'hui la mondialisation c'est ça ah moi je suis en train de dire que je les ai infiltrés pendant 32 ans je me dis que xëy na loolu tax sëñ bi yóbbu ma fa pendant 32 ans j'ai fait leur école j'ai travaillé General Motors en 98 j'ai été embauché là-bas à la direction générale c'était la plus grande boîte au monde j'ai été embauché directement à la direction générale je suis pas le plus intelligent mais xëy na yàlla bu sëñ bëggoon na ma dugg seen biir jàng seen université xam je fais ma thèse en leadership chez eux mais après damay ñëw def bon c'est le Khelcom j'ai changé je vais mettre le Khelcom Center c'est la première fois que j'ai mis Khelcom Center ci sama séminaire j'ai toujours mis business management coaching mais ci titre bi quand j'ai mis Khelcom Center et c'est ça que nous allons faire donc encore Ousmane moi je dis je vois que au moins tu as compris le tableau c'est ce qui m'intéresse dans cette discussion tu as compris ce tableau mais hein waaw mais mieux tu as dit une chose importante tu as montré les limites de ce tableau et c'est ce que je dis à tout le monde sachez que ce sont des outils l'outil a toujours des limites doomu aadama moo ko defar c'est pas parfait lu jógul ci yàlla parfait wul kon donc c'est ça l'intérêt et ça me fait plaisir de savoir que ici je vous présente un outil vous me montrez les limites de cet outil dans notre environnement donc tout outil nous devons d'abord les comprendre voir leurs limites mais avoir le courage et l'audace de les tropicaliser moi c'est ce que je vais faire avec Khelcom Center parce que Khelcom ñun la xel koom jël xel nga defal koom xel koom la ci yow ça dépend de nous ñu génne ko mais pour loolu ñu mun ko am il faut qu'on puisse les regarder les yeux dans les yeux les démystifier avec leurs outils ak seen i coow lu bëri la Banque mondiale moi je le dis par le temps n'a jamais développé un pays le Fonds monétaire n'a jamais développé un pays les bailleurs n'ont jamais développé ce n'est pas dans leur intérêt qu'il faut qu'on le sache que nous avons les moyens et les capacités de développer notre continent vous êtes les jeunes maintenant moi mon devoir c'est de venir partager ces outils et c'est dans le cadre que Madame Sarr vraiment je la félicite de cette ouverture de vouloir investir payer pour que je puisse venir partager avec vous parce que je dis que le drame en Afrique ne donne pas de valeur à la matière grise l'Africain croit à tout ce qui est tangible alors que ce sont les intangibles qui créent tout ce qui est tangible si nous n'investissons pas dans les intangibles surtout le capital humain nous allons pas nous en sortir.